Bonjour les amis de la forêt, alors aujourd'hui nous allons parler du portrait. Alors le portrait est un genre assez particulier et il est apparu pour la première fois au XIVe siècle avec le portrait de profil du roi de France Jean de Lebon, à peu près vers 1350, qui était le fils de Philippe VI de Valois, qui mit fin à la dynastie des Capétiens, dynastie qui s'était éteinte d'elle-même, les fameux rois maudits. Et succession qui a inauguré la guerre de Cent Ans. Et d'ailleurs, pour l'anecdote, Jean de Lebon fut capturé par les Anglais lors de la bataille de Poitiers en 1356, et il partit même en captivité à Londres. Alors ce portrait a peut-être été fait par le peintre italien Giottino, qui est certainement le fils d'un assistant de Giotto, le célèbre peintre toscan du XIIIe siècle. Et ce portrait de roi inaugurait une grande tradition de représentation du pouvoir par les peintres, dont le maître incontesté sera Titien, le peintre vénitien. Peut-être plus intéressant, ce portrait de Van Eyck, l'homme au turban rouge, 1433. Alors, il a un petit peu une dimension révolutionnaire, ce portrait, parce que déjà, il est de face, et non pas de profil, comme celui de Jean de Lebon. Et il ne représente ni une thématique religieuse, thématique qui était omniprésente à l'époque, ni une thématique de pouvoir, comme avec Jean de Lebon. Donc on a là devant nous un autoportrait qui marque l'histoire en fait de la peinture, puisque il se consacre uniquement à la représentation d'un individu lambda. On pense par contre que c'est peut-être un autoportrait. Donc ici Van Eyck rompt en fait avec la thématique religieuse et avec la thématique du pouvoir, et il met l'homme au centre un peu du monde, tel le nouveau Prométhée, qui s'inscrit d'ailleurs dans le mouvement humaniste, qui est une redécouverte de la culture gréco-romaine, qui avait été un peu cachée, mis un peu à la cave par le christianisme. Donc, ce portrait illustre un changement de mentalité au début du XVe siècle, qui est assez clair, avec un sujet qui s'arrache à sa gangue religieuse médiévale, et qui promet des lendemains un peu plus individualistes. On voit en direct la naissance de ce qu'on appellera plus tard l'individualisme, mais on est encore loin de l'individualisme moderne, évidemment. Alors ici, un portrait que j'aime beaucoup aussi. Là, c'est plutôt de l'autre côté des Alpes, c'est Lionel d'Este, marquis de Ferrare, qui était un prince philosophe, qui s'entourait d'érudits humanistes, qui a été fait par Pisanello, le célèbre peintre pisan. Alors, toujours pareil, on a la conjonction, d'un côté, entre le portrait qui remet l'homme au centre du monde, et cette culture humanisme, qui fait de même, mais sur le plan intellectuel. Là, c'est sur le plan pratique, si je puis dire. On remarquera quand même une différence avec l'homme au turban rouge. Lionel d'Este, ici, est de profil, et on voit que les couleurs et les détails sont moins précis que chez Van Eyck. Ici, c'est évidemment le rendu de la peinture à huile, technique que Van Eyck maîtrisait parfaitement, alors qu'en Italie, cette technique est alors peu connue et peu utilisée. Alors, d'autres portraits qui, moi, me plaisent beaucoup, on revient toujours aux relations entre peinture et pouvoir, et on a ici le très beau Doge Loredan, peint par Giovanni Bellini, avec un rendu coloré extraordinaire, toujours ici la peinture à huile, et à côté un portrait un peu plus sombre, moins éclatant, celui du roi de France, François Ier, par Titien, le grand portraitiste du XVe, XVIe siècle, qui était embauché par toutes les couronnes européennes, et fit le portrait notamment de Charles Quint, qui
était à la tête de l'Empire des Habsbourg. Alors, deux autoportraits de Dürer, qui est un peintre germanique. Alors c'est intéressant parce que l'autoportrait, ça va plus loin que le portrait, si je puis dire, dans la rupture un petit peu avec les traditions médiévales. Et c'est peut-être aussi un changement du statut de l'artiste et du peintre, plus particulièrement. Les peintres étaient à l'époque plutôt des artisans qui en fait étaient payés par des hommes de pouvoir, de riches bourgeois, pour peindre ce qu'on leur demandait de peindre. Donc c'était des médiateurs entre un commanditaire et une œuvre d'art. Mais en tant que tel, ils n'avaient pas, si je puis dire, d'autres fonctions. Ici, avec l'autoportrait, on voit une relation qui tend un petit peu à changer, puisque l'artiste qui se peint lui-même fait découvrir quelque part sa personnalité, et donc on peut dire que c'est une petite révolution aussi, ces autoportraits de Dürer. Alors l'autoportrait de gauche est christique, quasiment, on voit un Dürer en fait qui mime quasiment le Christ. Celui qui est à droite est un peu plus soft. On voit d'ailleurs derrière l'arrière-plan. C'était assez courant à l'époque de faire des arrière-plans avec une rivière serpentant dans une plaine. Et je vais finir par deux portraits du peintre flamand Quentin Metsys. Alors la vieille femme, bon ça j'aime beaucoup ce portrait parce que il y a un petit côté grotesque et qui choque quoi. C'est pour dire aussi que la peinture s'arrache un petit peu de sa fonction de peindre le beau. En général, la laideur était un thème qui était peu représenté. Mais certains peintres, notamment du Nord, c'est-à-dire en Flandre et en Allemagne, je pense à Lucas Cranach, n'ont pas hésité aussi à peindre la réalité telle qu'elle était. Alors qu'en Italie, on a plutôt une peinture idéaliste qui honore le beau. Et enfin, le portrait à droite, ce qui va conclure un petit peu ce petit exposé sur le portrait, c'est le portrait du grand humaniste Erasme, qui était un ami de Quentin Metsys. Et là, on voit évidemment la conjonction du courant humaniste, qui remet l'homme un peu au centre du monde, et la pratique du portrait, qui évidemment incarne la naissance de ce nouvel homme. Je vous remercie